Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer de manière à ce que nous ayons le plus de temps possible, compte tenu des contraintes de notre invité du jour, si vous en êtes d'accord. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir M. Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales, que je remercie d'avoir accepté de venir débattre et de nous éclairer sur ces analyses pour notre première réunion de l'année parlementaire, parce que je rappelle que pour vous, en tout cas, que c'est notre reprise aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça faisait un certain temps que vous n'étiez pas venu à la commission, donc je suis très heureux que vous ayez accepté de le faire et de nous apporter votre expertise très attendue sur un certain nombre de sujets. Et Dieu sait s'il y en a. La situation internationale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui peut être qualifiée à la fois d'évolutive et de dégradée. Évolutive car ces événements qui ont des répercussions à l'échelle mondiale se produisent presque chaque jour dans un apparent chaos. Étalage de la puissance chinoise lors du défilé du 3 septembre, frappe israélienne sur Doha le 9 septembre, offensive majeure à Gazaville, intrusion de 19 drones russes en Pologne, suivi par le survol de la Roumanie par un drone russe le 13 septembre. Les manifestations de tension se succèdent à un rythme de plus en plus rapide, et que dire évidemment du discours du président américain hier à la tribune de l'ONU qui nous a tous laissés, je pense, sans voix. J'en dirai pas plus, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler les uns et les autres dans quelques minutes. Dégradé ensuite parce que dans cet apparent chaos, on n'identifie aucune nouvelle qui constituerait un signal positif pour l'Europe, ou en tout cas pour les valeurs qu'elle défend depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je souhaiterais apporter cette audition en soulignant 3 points de fragilité sur lesquels nous serions heureux de connaître votre analyse. Le premier, c'est la poursuite aux États-Unis de la révolution trumpienne. La situation intérieure des États-Unis montre un pays en proie à une polarisation extrême, comme l'a une nouvelle fois rappelé l'assassinat de Charlie Kirk, et peut-être surtout l'usage politique qui en est fait. Au-delà, notre grand allié mène désormais une politique étrangère décomplexée et pour nous Européens de moins en moins lisible et prévisible, avec cependant une constante qui semble être l'hostilité aux alliés d'autrefois. La faiblesse de la réaction du président américain, aussi bien face au bombardement israélien à Doha qu'au survol de la Pologne et de la Roumanie par des drones russes, constitue peut-être un tournant auquel nous ne sommes pas encore prêts à faire face. Vous avez d'ailleurs déclaré il y a quelques jours que cette incursion démontrait par l'absurde l'inanité du système de défense européen. Vous aviez d'ailleurs, dans un entretien au journal Le Monde en janvier 2024, invité les Européens à anticiper une nouvelle élection de Donald Trump, nous étions un certain nombre à l'avoir dit à l'époque, et à accélérer très sérieusement leurs efforts militaires. Vous pourrez nous dire si vous estimez les progrès à la mesure des enjeux et des risques. Ensuite, l'affirmation sur la scène mondiale de la montée en puissance de la Chine, le défilé militaire du 3 septembre, pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon, comporte une triple dimension. D'abord, un message de puissance et de fierté adressé à sa population, une invitation aux chefs d'État présents, dont la Russie et la Corée du Nord, à se rapprocher plus encore des positions chinoises, et enfin, un avertissement aux potentiels compétiteurs de l'Empire du Milieu. De nombreux experts ont ainsi souligné la montée en puissance de l'armée populaire de Chine, qui semble avoir comblé ses lacunes stratégiques et tactiques. La Chine, comme vous l'avez souligné dans votre ouvrage « L'accélération de l'histoire », a un projet politique de réunification et dispose avec le détroit de Taïwan d'un levier idéal pour perturber en profondeur l'économie mondiale et en asséchant la livraison des puces électroniques qui proviennent de la zone à 80%. Or, face à cette puissance, en expansion organisée et structurée autour d'objectifs de long terme, le monde occidental, si tant est que ce vocable ait encore du sens, apparaît éclaté et sans réelle boussole, privé tant d'unité intérieure que de cohérence extérieure. Vous pourrez donc nous donner votre sentiment sur les visées chinoises, sur le risque qu'elles peuvent faire peser sur nous, aussi bien directement qu'indirectement, via la Russie. Et enfin, je voudrais mettre en avant un sujet qui nous concerne en premier lieu et qui constitue d'une certaine manière la synthèse de ces menaces. Je veux parler de l'Afrique. Nos collègues Ronan Le Gleut et Marie-Arlette Carlotti et François Bonneau ont présenté en janvier dernier un excellent travail approfondi et exhaustif qui s'intitulait « Voir l'Afrique dans tous ses états ». Leur rapport comporte un point extrêmement précis des nombreuses menaces qui pèsent sur le continent, du golfe de Guinée à la Corne de l'Afrique en passant par le Sahel, menaces qui nous concernent désormais directement avec le retrait subi de la France, l'avancée de la Chine et une influence russe grandissante. Et là encore, votre expertise sera précieuse pour nous aider à mieux appréhender les grandes lignes de fracture qui se dessinent aujourd'hui en Afrique. Je ne serai pas plus long. Je vous laisse, monsieur le directeur, la parole pour un exposé liminaire. Et je vous rappelle que cette audition est captée, elle est diffusée sur le site internet du Sénat et sur les réseaux sociaux. Monsieur le directeur, vous avez la parole et je sais que votre contrainte
est de 10h30, je le dis pour nos collègues, puisqu'après nous aurons des questions et des réponses. Merci. Bien, merci, Monsieur le Président, pour votre invitation et pour cette introduction très complète. Comme vous le savez, c'est toujours un honneur pour moi de retrouver votre commission et de pouvoir échanger avec vous. Alors, je vais le faire de la manière suivante, compte tenu des indications qui m'ont été données, en me concentrant sur 4 grands sujets. La guerre d'Ukraine, le conflit israélo-palestinien, je ne sais pas si c'est la bonne dénomination, enfin non, le schisme transatlantique, je parle désormais d'un schisme transatlantique, et enfin, dans une dernière partie, essayer d'énumérer un certain nombre de points chauds qu'il faut relier les uns aux autres. Mais avant cela, je voudrais faire 3 remarques introductives. La première concerne effectivement la situation de la production doctrinale en France, et nous avions eu l'occasion dans le cadre de cette commission d'en discuter, notamment lors d'une intervention en mars 2023. Nous avons désormais un nouveau document de cadrage, la revue nationale stratégique, qui a été rendu public le 14 juillet dernier, qui est un document substantiel, qui est d'analyse du contexte, qui effectivement indique un certain nombre d'orientations et de moyens. Je n'ouvre pas la discussion à ce stade que vous m'avez posé, c'est-à-dire est-ce que fondamentalement les moyens sont là pour répondre à la menace? Je ne le crois pas. Mais peut-être plus important encore, c'est que je pense que le constat de la dangerosité est souligné, et c'est un point positif. Je commence beaucoup de mes présentations désormais en lisant, je vais éviter de le faire ce matin parce que vous le connaissez, le point 7 de la revue nationale stratégique, qui écrit noir sur blanc l'hypothèse d'un engagement majeur en Europe, hors du territoire national, à horizon 2030. Et le premier point d'introduction, c'est que si ce constat est très largement partagé dans la communauté stratégique d'où je vous parle au fond ce matin, il ne l'est pas du tout, notamment dans l'appareil productif, dans le monde des grandes entreprises et dans le monde politique, ça c'est à vous de me le dire. Mais j'ai vraiment l'impression d'un décalage très fondamental entre la description du contexte international, sa gravité, sa dangerosité, et l'absence de préparation. Au fond, prend-on au sérieux ce qui est écrit dans la RNS et se prépare-t-on en conséquence? Et ma réponse pour le moment est négative. La deuxième remarque introductive, c'est que ce risque d'engagement majeur en Europe, il s'explique fondamentalement par l'attitude de la Russie. Et qu'une des grandes difficultés d'analyse qui est devant nous, c'est comment contrecarrer la menace russe sans restreindre notre lecture géopolitique à la seule guerre d'Ukraine. Il y a un risque de focalisation qui, évidemment, risque de nous faire perdre de vue d'autres questions, et en particulier la manière dont le conflit israélo-palestinien s'invite dans nos sociétés. Si, de mon point de vue, la guerre d'Ukraine constitue le centre de gravité de la sécurité européenne, le paradoxe, c'est que cette guerre d'Ukraine est vue comme un conflit de plus en plus périphérique par les grands acteurs stratégiques. Et que de ce point de vue-là, la guerre d'Ukraine provincialise l'Europe à l'échelle globale, Russie incluse. Le troisième point d'introduction, c'est que la question, à mon avis, qu'il faut essayer de se poser très lucidement, c'est quels sont les effets que notre pays peut désormais produire, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire. Au fond, qu'est-ce que la France est, à l'échelle du monde, capable de produire par elle-même comme effet? Qu'est-ce qu'elle est capable de produire dans un cadre européen, avec évidemment une discussion assez fondamentale de quel est l'état de ce cadre européen et comment il s'organise? Qu'est-ce qu'elle est capable de produire dans un cadre multilatéral? Qu'est-ce qu'elle est capable de produire, pour reprendre le terme à la mode, en coalition?
Et je crains que sur les 2 dossiers les plus sensibles identifiés par la RNS, c'est-à-dire la Russie et l'Iran, troisième grande menace, mais qui est d'une autre nature, qui a été identifiée par la RNS, c'est, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la Chine. Au fond, nous avons une situation très délicate, puisque, en ce qui concerne l'Iran, je rappelle la formule du président Sarkozy en 2008, il y a donc 17 ans, lorsqu'il indiquait qu'il fallait éviter l'alternative catastrophique entre le bombardement de l'Iran et la bombe iranienne. Eh bien, nous avons probablement les 2, désormais. Et quant à l'Ukraine, je crois que les Européens cherchent, quoi qu'il en coûte politiquement et économiquement, le maintien de la protection américaine et l'arrêt de la guerre d'Ukraine. Et je crains qu'il n'ait ni l'un ni l'autre. Donc ça me conduit au premier volet de cette présentation sur la guerre d'Ukraine, sur lequel je vais passer un peu plus de temps que sur les 3 autres, pour des raisons qui tiennent à la fois à l'importance des travaux que j'ai pu conduire dans le passé, l'importance personnelle du temps passé sur cette zone-là, et également peut-être de faire référence à un de nos échanges précédents en mars 2023, où, au fond, la question que nous étions posée, c'est, rappelez-vous, on parlait alors de la contre-offensive ukrainienne, et la question que nous étions posée, c'est quels sont les plans ou les alternatives si cette fameuse contre-offensive échouait, ce qui était pas forcément, je dirais, la doxa du moment. Eh bien, je crois que cette guerre d'Ukraine montre notre très grande difficulté d'anticipation, le fait que nous soyons surpris par un certain nombre d'aspects, mais la principale surprise stratégique en ce qui me concerne, c'est la résistance ukrainienne et la résilience ukrainienne, en dépit de tout un discours qui annonce la défaite inexorable de l'Ukraine compte tenu de l'asymétrie de moyens entre la Russie et son potentiel humain, économique et militaire face à une Ukraine qui affronte, oserais-je dire seule, la Russie. Alors comment caractériser aujourd'hui la guerre d'Ukraine qui est passée depuis 2023 de 3 à 4 belligérants? L'agresseur, la Russie, flanqué de la Biélorussie, mais désormais de la Corée du Nord, et également, évidemment, l'Ukraine. Je crois que nous avons sous-estimé l'importance de cette participation nord-coréenne et de ce qu'elle signifie au plan global. Nous sommes désormais dans une situation où les pays européens sont moins partie prenante de la sécurité asiatique que des pays asiatiques au sens large ou d'Orient ne le sont de la sécurité européenne. Le fait que des soldats nord-coréens se battent à Koursk reflète à mes yeux une forme d'inversion historique. Le fait que des pays comme le Japon et la Corée du Sud changent de positionnement diplomatique pour soutenir de manière très forte l'Ukraine sur le plan diplomatique, sur le plan financier et économique. Le fait qu'un pays comme la Corée du Sud devienne un fournisseur d'une armée européenne comme celle de la Pologne. Le fait que l'Iran soutienne à ce point militairement la Russie est un indicateur, là aussi, de la position de périphérie qui est de plus en plus celle des Européens. Cette guerre d'Ukraine est conduite par un État néo-impérial, la Russie, qui s'inscrit dans une politique d'éternité, c'est-à-dire dans une politique qui est incapable de penser le principe de succession, et c'est une guerre lancée contre un pays auquel la Russie ne reconnaît plus le droit à l'existence pleine et entière. Une bonne part, à mon sens, des erreurs d'analyse commises en France, mais pas seulement, sur la trajectoire prise par la Russie, s'explique par le peu d'attention prêtée à l'idéologie produite par le régime de Vladimir Poutine au nom d'un prétendu réalisme, et à ne vouloir résumer ce réalisme qu'au suivi des intérêts de sécurité.
Or, le projet russe de Vladimir Poutine, c'est tout simplement la continuation de la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire l'inscription définitive dans un cycle historique de victimisation qui renvoie sans cesse les mêmes menaces du passé. Notre analyse de la Russie aujourd'hui est très délicate parce que nous avons une tension fondamentale en ce qui relève à mes yeux d'une ineptie militaire dans la manière dont la Russie se bat en Ukraine, son inefficacité militaire, son acceptation de ce niveau de perte impossible désormais pour nous à concevoir, et la manière dont cette ineptie militaire, ce niveau de perte, traduit une sourde détermination. En parallèle, on y reviendra, il y a un contraste quand même saisissant entre, la comparaison est uniquement sur la manière de faire la guerre, elle n'a pas de dimension politique à ce stade, mais un contraste absolument frappant entre l'inefficacité militaire russe et l'efficacité militaire israélienne. En ce qui concerne l'Ukraine, je le disais, ce qui frappe, c'est sa résilience, sa capacité ponctuelle à frapper dans la profondeur russe, le fait que ses infrastructures civiles soient systématiquement ciblées, et qu'en même temps, il y a une évolution très notable liée à cette guerre, c'est que l'intégrité territoriale de la Russie a été plusieurs fois violée par les opérations militaires ukrainiennes. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où l'intégrité territoriale d'une puissance nucléaire est violée régulièrement par des opérations dans la profondeur. Et je pense que cela doit nous conduire à nous interroger sur le glissement de la grammaire nucléaire. Deuxième question, comment cette guerre d'Ukraine mine la sécurité européenne durablement? Le deuxième élément de surprise stratégique en ce qui me concerne, lié à la réélection du président Trump, ce ne sont pas ces tentatives de règlement de la guerre d'Ukraine, puisqu'effectivement, d'une certaine manière, c'est probablement le seul dirigeant à pouvoir l'obtenir, à pouvoir modifier la situation sur le plan diplomatique. Mais l'élément de surprise, c'est le degré désormais de collusion idéologique qui existe entre la Maison-Blanche et le Kremlin sur la lecture d'un certain nombre d'événements, en particulier les causes de la guerre d'Ukraine. Le fait qu'à plusieurs reprises, le président Trump indique que le fauteur de guerre, c'était le président Zelensky, illustre à mes yeux cette inversion à laquelle s'ajoute un mépris affiché pour le droit international ou le fonctionnement multilatéral, comme vous le rappeliez dans votre propos introductif, Monsieur le Président. En ce qui concerne les Occidentaux, ou dirais-je plutôt, effectivement, cette notion d'Occident est aujourd'hui sous tension, elle aussi. Je parlerai plutôt des Européens. Je pense que les Européens donnent parfois l'impression de davantage craindre une escalade avec la Russie qu'une victoire de la Russie en Ukraine. Et c'est très étrange. Dernier point, c'est que cette guerre d'Ukraine ne se limite évidemment pas aux seuls aspects militaires, mais son analyse doit être élargie aux enjeux énergétiques, aux enjeux financiers, aux enjeux technologiques, pour essayer de penser au mieux les effets à moyen terme. Et ce qui est certain, c'est que nous avons désormais deux pays européens profondément marqués par la guerre, la Russie et l'Ukraine, qui est un phénomène social, et que donc le degré de violence que ces deux pays s'infligent aujourd'hui aura des répercussions dans leur propre corps social pour les prochaines, voire 2 générations à venir, ainsi que pour les voisins européens, espérons-le, de manière beaucoup plus limitée. Alors, ce point sur la guerre d'Ukraine me conduit au deuxième volet de cette présentation, qui est le conflit israélo-palestinien. Et je voudrais l'aborder en rappelant un événement diplomatique qu'il ne faut peut-être pas surinterpréter, mais qui est quand même un indicateur que je trouve intéressant à relever. C'est, si vous vous en souvenez, la résolution
présentée par l'Ukraine à l'Assemblée générale des Nations unies en février dernier, résolution contre laquelle la Russie a évidemment voté, ainsi que ses traditionnels soutiens. Mais fait remarquable, ont également voté contre cette résolution la Hongrie, Israël et les États-Unis. Et je pense que c'est indicateur d'une conception du monde qui éloigne effectivement, lecture du monde qui éloigne effectivement, mais j'y reviendrai, de plus en plus les États-Unis et les Européens. Alors parler aujourd'hui du conflit israélo-palestinien au lendemain de la reconnaissance de l'État palestinien par la France et plusieurs autres pays peut se faire, je crois, en 3 points principaux. Le premier, c'est évidemment de rappeler les conséquences du terrorisme militarisé du Hamas avec l'attaque du 7 octobre et le fait que face à une attaque terroriste, a fortiori de terrorisme militarisé, on a toujours le choix entre la surréaction ou la sous-réaction. Et que le choix fait par Israël est celui de la surréaction. Ce terrorisme militarisé doit nous rappeler qu'on peut être une puissance nucléaire et être très sévèrement frappé par le terrorisme. Les États-Unis l'ont été le 11 septembre, nous-mêmes l'avons été après 2015, et que ce mode d'action, a fortiori dans une dimension très militarisée, n'est pas du tout sorti de l'horizon stratégique. Et que c'est un des problèmes que nous avons, c'est-à-dire que nous avons eu des armées qui ont été très mobilisées par ce type de menaces, qui sont aujourd'hui mobilisées par une logique de menace interétatique plus classique, mais ça ne signifie pas que le terrorisme, dans ses différentes acceptions, sorte du champ stratégique. Deuxième point, c'est que les réactions militaires d'Israël donnent le sentiment pour l'État hébreu de vouloir redessiner par la force la carte du Moyen-Orient. Et ce faisant, de faire une guerre sur 6 fronts simultanément. À Gaza, avec la férocité de la riposte, les crimes de guerre et l'image internationale ternie très durablement pour Israël. Au Liban, en ayant décapité le Hezbollah, les opérations régulières en Syrie, les opérations elles aussi régulières au Yémen, mais insuffisamment suivies sur le plan médiatique, plus récemment les attaques sur le Qatar que vous avez mentionnées, et puis évidemment, le fait que depuis avril 2024, la guerre interétatique désormais entre Israël et l'Iran, avec les frappes sur le programme nucléaire iranien du mois de juin. Et ça me conduit au 3e point, c'est que ces frappes sur l'Iran sont évidemment l'élément, à mon sens, le plus décisif, pour 2 raisons principales. La première, c'est que nous avons désormais un Iran dont le, entre guillemets, fameux axe de la résistance est disloqué. Et la deuxième raison, c'est que le Premier ministre Netanyahou est parvenu à faire au président des États-Unis ce qu'il ne voulait pas faire, c'est-à-dire bombarder l'Iran. Et ça, je pense que c'est évidemment une rupture tout à fait fondamentale de l'ordre international. Alors, 3e volet, le schisme transatlantique. Pourquoi je parle de schisme? C'est parce que je pense que nous sommes dans un moment où la différence entre les États-Unis et l'Europe, relation transatlantique extrêmement complexe, profonde, historique, substantielle, mais porte fondamentalement sur des aspects idéologiques. Et à certains égards, l'opposition la plus vive que l'on a pu voir en la matière, c'est peut-être l'opposition qui prévaut, mais de manière moins spectaculaire, entre le Vatican et la Maison-Blanche. J'y reviendrai. Mais la manière dont le vice-président des États-Unis, catholique converti, a essayé de forcer les portes du Kremlin dans les
dernières semaines du pape François est un indicateur. Également sur la manière dont le pape François a été le premier à opposer une forme de réponse intellectuelle et politique à l'administration Trump par sa lettre aux évêques américains. Il y a là quelque chose, à mon avis, de très fondamental qui est en train de se jouer sur le plan à la fois des valeurs et de la conception de l'humanisme. Si on se place sur l'aspect diplomatique, il y a 3 actes importants à souligner au cours de l'été. Le premier, c'est le sommet de l'OTAN à La Haye au mois de juin, où les pays européens ont accepté le principe d'une augmentation substantielle de leurs dépenses militaires et ce faisant répondent avec une génération de retard aux demandes américaines exprimées déjà par l'administration Bush-fils. Alors le débat sur le niveau, 5% de PIB, 3,5%, plus 1,5%, est un débat évidemment ouvert, mais la tendance est marquée. Est-ce qu'ils seront capables de produire cet effort? Première question. Et deuxième question, c'est est-ce que cet effort sera poursuivi si d'aventure il y avait un cessez-le-feu en Ukraine? Deuxième épisode, l'accord de Turnberry, ou l'acceptation du tribut que les Européens payent à l'instar d'autres pays, à l'exception notable de la Chine, aux demandes américaines après le déclenchement de la guerre commerciale par le président Trump au mois d'avril. Ce qui est intéressant dans cet accord entre la présidente de la Commission européenne et le président des États-Unis, c'est à mon sens 2 choses. La première, c'est l'acceptation intellectuelle de l'argumentaire américain. Et la deuxième, c'est la justification dans le communiqué publié par la Commission européenne de la nécessité d'accepter cet accord pour conserver les États-Unis à bord en ce qui concerne la guerre d'Ukraine. Troisième épisode, après le sommet d'Anchorage en Alaska qui a vu le président des États-Unis, au propre comme au figuré, dérouler le tapis rouge devant le président de la Fédération de Russie, la visite à Washington des dirigeants européens qui entourent le président ukrainien dans un moment de très grande vulnérabilité. Et de ce point de vue-là, quel que soit le jugement qu'on porte sur les dirigeants européens, sur le traitement médiatique de cette visite, force est de reconnaître qu'ils ont su, à mon sens, rester dans la discussion à un moment où le risque d'en sortir était très grand. Ce schisme transatlantique, il se traduit donc aussi sur le plan économique par une offensive commerciale. Ces droits de douane imposés, ainsi que je le disais à d'autres acteurs, par une offensive technologique et idéologique, c'est-à-dire que dans le discours du vice-président Vance au sommet de l'intelligence artificielle, comme à la conférence de Munich de la sécurité, il y a la même idée sur laquelle l'Europe est désormais incapable d'innover parce qu'elle régule trop et incapable de se gouverner parce qu'elle accepte trop de migrants. Et donc nous avons une offensive idéologique caractérisée et qui se traduit par des ingérences prononcées dans des processus électoraux dans un certain nombre de pays, mais c'est probablement pas besoin de développer ce point devant des élus. Dernier volet de cette présentation, les points qui sont peut-être moins immédiats a priori, mais qu'il faut, à mon avis, suivre de très près, en essayant là aussi de voir les effets de bord qui peuvent exister. Le premier, c'est le conflit à nouveau ouvert entre l'Inde et le Pakistan, au printemps, qui a duré quelques jours et qui aboutit en conséquence immédiate non pas à un rapprochement entre l'Inde et la Chine,
Mais il y a une forme de normalisation puisque l'Inde du président Modi est très lourdement sanctionnée sur le plan commercial par l'administration Trump, laquelle administration Trump considère qu'elle a arrêté le conflit entre l'Inde et le Pakistan et a donné des signes de reconnaissance au Pakistan qui ont très fortement irrité l'Inde. La structuration de la relation entre l'Inde et la Chine est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup à l'IFRI parce que nous avons là les deux pays les plus peuplés du monde, mais deux pays dans une situation très différente. Une puissance chinoise désormais aux premières loges dans la plupart des domaines, mais qui est dans un moment de vieillissement accéléré, comparable au nôtre, et une Inde qui bénéficie encore de son dividende démographique, et la question étant la manière dont elle va utiliser ce dividende démographique dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Point très important à souligner, l'accord révélé récemment entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, qui montre bien aussi les velléités, ou les ambitions plutôt, d'autonomisation stratégique des pays du Golfe et en particulier de l'Arabie saoudite, avec des conséquences ou des questions assez directes à se poser en termes de prolifération. Troisième point, la Chine. Là aussi, Monsieur le Président, vous l'avez mentionné dans votre introduction, la revue nationale stratégique souligne la modification de sa trajectoire et notamment les ambitions nucléaires militaires de la Chine, qui est en train de produire un effort tout à fait considérable, qui est sorti de la stricte suffisance et qui veut développer son arsenal nucléaire. Sur le plan diplomatique, la mise en scène effectivement de l'Organisation de coopération de Shanghai et de ses 10 membres, le défilé militaire, la poignée de main entre le président Modi, le président Xi et le président Poutine, le tout sur une logique économique qui reste, même si le terme déplaît fortement aux autorités chinoises, de surcapacité de production et donc de nécessité vitale d'exporter. Et face à des difficultés d'exportation vers les États-Unis, évidemment, un renforcement de la volonté d'exporter vers la Chine dans des secteurs aujourd'hui très menacés, en particulier le secteur automobile, très menacé en Europe. Et puis pour finir, notez aussi l'importance de la situation au Caucase, où eh bien, la défaite de l'Arménie a abouti à une forme d'accord entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sous le patronage, effectivement, du président des États-Unis. Et donc un groupe de Minsk qui était censé gérer cette question et une absence dans la résolution diplomatique finale et de la Russie et de la France. Voilà les points chauds. Il y en a d'autres. Il y a effectivement les questions. Il y a l'Afrique, mais je pense que ça viendra dans la discussion à la suite du rapport de votre collègue. Peut-être un point de conclusion, c'est que nous le savons, c'est que nous avons des cycles stratégiques comme il y a des cycles économiques. Et la difficulté, c'est de comprendre que ces cycles s'enchevêtrent et que la fin de la guerre contre le terrorisme ne signifie pas le fait que le terrorisme, a fortiori le terrorisme militarisé, ait disparu. Au fond, les trois grands cycles, les deux premiers sont très clairement identifiés. Le premier, ça a été le cycle de la guerre contre le terrorisme lancé par les États-Unis après le 11 septembre et qui a entraîné les interventions en Irak et en Afghanistan. Ce cycle-là, d'une certaine manière, semble se refermer avec le retrait des États-Unis d'Afghanistan en 2021. Vous avez le cycle de la compétition des puissances, là aussi incarné par la notion de pivot de l'administration Obama, cette idée sur laquelle, au fond, le grand sujet pour les États-Unis,
c'est d'accompagner l'émergence de la Chine. D'une certaine manière, notre RNS ou nos travaux les plus récents intègrent cette logique de compétition de puissance. Et la question que je voudrais ouvrir en conclusion, c'est n'assiste-t-on pas à l'ouverture d'un nouveau cycle stratégique par les États-Unis où la menace sera moins la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran que l'ennemi intérieur. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ces analyses qui susciteront beaucoup de questions, j'imagine, mais qui nécessiteront une réflexion et pour rechercher quelques réponses bien enfouies. Je propose que vous puissiez vous inscrire si vous le souhaitez. J'ai déjà 3 inscrits, donc je vais commencer par Claude Maluret. Je sais pas où il est, Claude. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier, Monsieur Gomard, pour cette présentation qui est, à mon avis, à la fois impressionnante de précision et impressionnante de pertinence. Elle m'amène à une question d'ordre général. En 1979, Jean-François Revel publiait le livre « Comment les démocraties finissent ». C'était le sommet de l'ère Brejnev, au moment où l'Union soviétique était en train d'envahir l'Afghanistan, de s'étendre en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans un certain nombre d'autres endroits, et où la menace sur les démocraties était évidente. Quelques années plus tard, l'URSS s'effondrait. Et la question qui me paraît se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Revel avait tort? Il avait sans doute tort à court terme, mais est-ce que Revel n'avait pas raison avec 40 ans d'avance? En d'autres termes, est-ce que les démocraties sont en train de perdre la partie? À l'extérieur, et vous avez fait la distinction entre les deux, et notamment dans votre conclusion, à l'extérieur, face à l'international des dictateurs pour faire court, et à l'intérieur, face à l'ingouvernabilité croissante, accélérée par les réseaux sociaux, à la montée de l'illibéralisme et à la division des alliés que vous avez soulignés. J'aimerais que vous nous disiez quel est votre sentiment, ou plutôt quelle serait la conclusion sur cette question-là de tout ce que vous avez dit dans votre introduction. Avec une question subsidiaire, qui fait peut-être partie d'ailleurs de la même question, est-ce que le techno-césarisme, pour faire très très court et caricatural, qui est en train de caractériser d'une certaine façon ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que ce techno-césarisme est une idéologie susceptible de se substituer aujourd'hui, comme le souhaitent ses partisans, aux principes démocratiques tels que nous les connaissons depuis les Lumières? Merci bien. Monsieur le directeur, je vous en prie. Bon, merci, monsieur le sénateur, pour cette question simple. Voilà, donner à la portée de réponse matinale et simple va être difficile. Mais je vais essayer de le faire de la manière suivante. C'est que, bon, effectivement, il y a un reflux, un certain nombre d'indicateurs qui le montrent, des démocraties à l'échelle globale, et une sorte de désarroi perceptible politiquement dans des démocraties pourtant solidement ancrées, notamment la nôtre. Moi, je pense qu'il y a 3 choses à regarder simultanément et sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant à partir du moment où on reste attaché, ce qui est mon cas, au principe du dissensus, de la discussion, et donc au principe démocratique. D'abord, il y a les élections. Les démocraties fonctionnent par des élections. Et ce qui me frappe, c'est désormais, en particulier dans un pays comme le nôtre, comment le processus, désormais, parfois, suscite du soupçon. C'est-à-dire comment, jadis, un résultat d'élection était considéré comme établi. Et comment désormais, dans les soirs d'élection, ah ben non, c'est peut-être pas ça les vrais résultats, etc. La manière dont les gens ont voté à distance, etc. Ça, je pense que c'est très dangereux. Parce que ça instille
un soupçon sur le résultat et que ce soupçon est ensuite utilisé longuement. La deuxième chose, la notion qui vous occupe comme élu beaucoup plus que moi, parce qu'elle est très sensible politiquement, c'est cette notion d'état de droit. Avec les critiques qu'on peut formuler, observer sur la Cour, le Conseil constitutionnel en France, le rôle décisif de ce type de structure, la Cour suprême aux États-Unis. Idem d'ailleurs aussi en Israël. Je crois que l'état de droit, ce qu'il faut quand même toujours rappeler, et en particulier revenir à des choses assez élémentaires, mais c'est que c'est la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et que ce à quoi on assiste en particulier aux États-Unis, c'est une tentative de fusion des pouvoirs. Elle a eu lieu en Russie, je l'ai observé dans mes travaux antérieurs, et elle est évidemment évidente en Chine, puisque c'est le Parti communiste chinois qui dirige la Chine, et donc qui fusionne ces pouvoirs. Mais cette séparation, elle est constitutive, au fond, de notre fonctionnement démocratique. Et donc je pense que derrière l'état de droit et les débats qui peuvent exister, rappeler l'importance et les importances que ça a sur le rapport à la propriété, sur l'organisation des libertés individuelles, libertés publiques, etc. Et puis il y a un troisième élément, et je pense que c'est évidemment naturel de le rappeler dans le cadre de cette commission, mais qui est assez peu traité médiatiquement, à mon avis à tort, c'est qu'un cadre démocratique repose aussi sur un équilibre civilo-militaire. Avec la vieille question de Platon de qui garde les gardes. Il est quand même très frappant de voir comment le président des États-Unis s'est d'emblée attaché à modifier l'équilibre civilo-militaire en faisant décrocher les portraits du général Milley, l'ancien chef d'état-major général des armées, qui avait eu l'outrecuidance de rappeler que les militaires américains étaient loyaux à la Constitution américaine. Et cet équilibre civilo-militaire, il est évidemment décisif dans le mode de fonctionnement d'un pays comme la Russie. J'ai consacré un livre en 2008 sur la manière dont Vladimir Poutine a, de manière pas du tout relevée à l'époque, en fait, modifié cet équilibre civilo-militaire. C'est-à-dire que la construction de son pouvoir personnel, c'est le déplacement de l'équilibre civilo-militaire. Et évidemment, il est tout à fait décisif également dans la manière dont la Chine est organisée et gouvernée, puisque le titre peut-être le plus important pour le président Xi, c'est le fait qu'il dirige la commission militaire. Donc ça, je pense qu'il faut être extrêmement attentif à ce point-là, et relever que pour un pays comme le nôtre, ça peut sembler de la philosophie politique, mais ça n'en est pas. C'est qu'en réalité, notre système institutionnel de la Ve République est avant tout un système politico-militaire. Puisqu'il faut toujours rappeler, l'élection au suffrage universel du président de la République en 1962 est postérieure à l'acquisition de l'arme nucléaire. Et il n'est pas surprenant de ce point de vue-là que des forces politiques qui souhaitent une nouvelle constitution considère que l'arme nucléaire comment dirais-je, doit être abandonnée ou limitée. Et donc les discussions, à mon avis, aussi sur le civilo-militaire, sur la dimension, et c'est probablement un sujet de préoccupation pour votre commission, me semblent extrêmement importantes dans le contexte politique qui est le nôtre, sur le bon fonctionnement des relations civilo-militaires et cette dimension institutionnelle très forte qui existe chez nous entre l'arme nucléaire et notre organisation institutionnelle. Alors, sur le techno-césarisme, est-il une... J'ai oublié la manière dont vous avez posé la... Il est sans doute vécu actuellement par Trump, par les dirigeants des GAFAM, etc., comme une alternative à la traditionnelle vision des Lumières, et notamment à la séparation des pouvoirs, mais pas entre le civilo-militaire, mais plutôt entre le techno et le civil, si vous voulez. Alors ça, c'est quand même l'élément le plus distinctif entre Trump 1 et Trump 2, c'est précisément ça. C'est-à-dire la manière dont, pour faire très simple, avec des nuances, il faudrait être plus précis, mais pour faire simple, et ça s'est vu le jour de l'investiture, la tech a basculé du côté MAGA.
Alors, ça conduit quand même à un constat, c'est que la vieille question sur qui est le plus puissant entre le président des États-Unis et un grand patron américain, je pense que Elon Musk sort de son épisode politique très diminué par rapport au président Trump. Donc ça c'est intéressant à relever. C'est-à-dire que la manière aussi dont ces grands patrons de la tech sont régulièrement mis en scène dans un exercice de dévotion du président des États-Unis est à noter. Bon. Le fond de l'affaire, c'est que ce technocésarisme, en réalité, il y a toute la dimension très importante d'amélioration de technologie, de progrès, mais il y a toute la dimension de sécessionnisme qui est traduite et qui est portée par ces grands acteurs. C'est-à-dire que l'homme augmenté, l'homme et la femme augmentée qu'ils nous annoncent, sera un processus avec beaucoup d'appelés et très peu d'élus. C'est-à-dire que c'est fondamentalement un système puissamment inégalitaire qui se met en place à la faveur de ce technocésarisme. Merci beaucoup. Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Directeur, pour votre présentation et j'ai adoré l'affirmation en conclusion que le danger était déjà dans la place. Vous avez parlé d'absence d'anticipation. Le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, nous disait toujours qu'il fallait gagner la guerre avant la guerre. Il est aujourd'hui parti et donc nous observons que nous sommes en fait déjà en guerre. Pourtant, nous persistons à minimiser les attaques cyber, les sabotages, les attaques informationnelles qui cherchent à détruire les démocraties de l'intérieur, aujourd'hui les drones. Il est très difficile de mobiliser une population dans une démocratie pour faire la guerre. L'histoire nous l'a enseigné et nous le voyons encore aujourd'hui. En ne réagissant pas aux attaques hybrides menées contre les pays de l'UE, est-ce que cela ne contribue finalement pas à l'escalade que nous observons sur le sol de l'Union européenne et que nous prétendons vouloir éviter? La meilleure défense n'est-elle pas la surprise? Ne devrions-nous pas aujourd'hui démontrer une capacité offensive pour répondre à ces attaques? La dernière déclaration de guerre 1982, c'est les Malouines. Dans un contexte où les attaques ne sont plus uniquement militaires, mais prennent des formes hybrides, cyberattaques, campagnes de désinformation, sabotage, à quel seuil l'État considère-t-il qu'une démocratie est passée de la notion d'hostilité à celle d'état de guerre? En d'autres mots, aujourd'hui, une cyberattaque massive ou une campagne de désinformation étrangère, qui peut paralyser une démocratie? Pour vous, quand franchit-on la ligne rouge qui transforme une attaque hybride en un acte de guerre? Merci. Il n'y a pas eu beaucoup de déclarations de guerre, mais il y a eu quelques guerres quand même. Monsieur le Directeur, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Sénateur, pour cette question simple. Bon, je pense que la difficulté que nous avons est très liée à l'analyse que nous avons faite de la Russie. Et cette analyse a été biaisée par le talent diplomatique de la Russie. Et donc le point étant au fond, ils vont revenir à la raison. Donc je ne sais pas si le président Poutine va revenir à la raison telle que nous concevons cette raison, mais j'ai pris l'habitude de lire ce qu'il écrivait, de lire très attentivement ses discours, et aujourd'hui je constate que le président Trump propose un cessez-le-feu dont le principe est accepté par le président Zelensky, que les Européens soutiennent cette initiative et que ce cessez-le-feu est refusé par la Russie. La réalité du moment, c'est ça. Et que par ailleurs, ce cessez-le-feu refusé se traduit par des incidents que certains dans les médias expliquent. Non, en fait, c'est parfaitement clair. Ça correspond à un mode d'action de la Russie, ça ne date pas de ces dernières semaines. On pourrait faire la liste des incidents de cette nature depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Donc effectivement, on peut continuer à se dire, en fait, il va revenir à la raison.
Mais s'il n'y a pas de réaction, il va se poser un problème assez fondamental sur le plan politique, c'est comment justifier auprès de nos électeurs que les pays européens en cumulé dépensent, je sais pas, entre 200, on va dire 300 milliards d'euros par an, ont des armées professionnelles avec à peu près 1 200 000 hommes sous les drapeaux, et voient leur espace aérien violé de manière répétée, ou voient des drones tomber de plus en plus fréquemment dans leur campagne. Je pense que ça va être très difficile. Alors, sur le passage et sur la formule du général Burkhardt, ce qui est très frappant, et là aussi c'est un point sur le civilo-militaire, c'est-à-dire la manière dont les successions de chefs militaires se sont faites est à mon avis extrêmement importante à soulever, c'est-à-dire que les dernières déclarations du général Burkhardt sont à noter parce qu'il a fait un point qui me semble essentiel en remerciant les forces en disant, je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais en disant les Français ne savent pas ce qu'ils vous doivent. Et je pense qu'il a entièrement raison. Ensuite, l'appréciation du passage quand passe-t-on d'une attaque hybride à une situation de guerre, très franchement, ce n'est pas à moi de répondre, c'est une décision éminemment politique. Donc c'est au chef de l'État, chef des armées, en lien avec le Parlement, d'apprécier cette situation. Mais je n'ai pas la possibilité aujourd'hui de vous dire telle action type cyber de telle envergure ferait que nous serions en situation de guerre. C'est pas du tout à moi d'indiquer ce genre de définition politique qui effectivement ensuite engage le destin de la nation. Merci. François Bonneau. Oui, merci Président, Monsieur le Directeur. Merci pour la très grande clarté de votre analyse. Je voulais vous poser une question sur la situation en Syrie. On voit bien qu'il y a eu un vainqueur, la Turquie, deux perdants, l'Iran et la Russie, mais on pourrait évoquer d'autres parties prenantes sur ce pays. Quelle est selon vous l'évolution possible de la situation? Est-ce qu'on va aller vers une situation plutôt libyenne d'éclatement, ou est-ce que vous pensez qu'un État peut se reconstruire, et sachant qu'effectivement ce pays est dans une situation géographique clé par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient? Merci Monsieur le Sénateur. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas de vue particulière sur la Syrie. C'est pas un pays, j'y suis jamais allé, donc j'ai pas de connaissances particulières. Donc je vais vous faire une réponse un peu synthétique par rapport à mes lectures en disant deux choses. Effectivement, la victoire turque est à relever, et ça pose la question, là si je suis dans une logique d'anticipation, ça pose la question de la nature des relations entre la Turquie et Israël à terme. Ça, c'est le premier élément de réponse. Ensuite, sur le régime d'un pays dévasté, et le choix fait par, on va dire, la communauté internationale, même si ce terme désormais est controversé, mais par un certain nombre de pays dont la France, d'accompagner, autant que faire se peut, les nouvelles autorités, de les reconnaître, montre le souci effectivement d'ouvrir une nouvelle ère après l'ère Assad. Et là où je vous rejoins entièrement, c'est le fait que Bachar el-Assad vive désormais à Moscou est quand même un indicateur de ce qui s'est passé. Et là aussi, la lecture que l'on a pu avoir de l'intervention russe, de la lutte contre Daesh. Et l'élément qui me semble le plus important, c'est effectivement la défaite de l'Iran, c'est-à-dire la perte par l'Iran de cet axe de la résistance, comme je le disais dans mon intervention. Mais sur les perspectives d'optimisme ou de pessimisme sur la capacité de la Syrie à se relever et à quel échéance, j'avoue que je n'ai malheureusement pas d'éléments de réponse à vous apporter. Merci beaucoup. Ronan Le Gleut. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Cet été, nous avons vu, entendu, lu un nombre incalculable de commentaires sur la négociation des accords douaniers
entre les États-Unis et l'Union européenne, l'exportation des produits européens vers les États-Unis, taxés en majorité à 15%. Et dans ces commentaires innombrables, je dois vous dire que je me suis profondément agacé de ne pas entendre ce qui, à mes yeux, mais c'est la raison pour laquelle je souhaiterais aussi avoir votre avis, est un élément clé, c'est qu'on ne peut pas négocier de façon juste avec son protecteur. Et ce commentaire-là, je ne l'ai pas entendu. Je considère que nous ne pourrons pas avoir des accords commerciaux justes si nous ne sommes pas capables, en Européens, d'assumer notre propre défense. Dès lors qu'on confie, dès lors que le continent européen confie sa sécurité à un tiers, quand il s'agit de négocier avec lui sur les accords commerciaux, on ne peut pas avoir un bon accord. Bon. Et le fait de ne pas lier dans les commentaires de cet été la sécurité collective avec les accords douaniers me semble être une erreur de jugement fondamentale. Donc, vous voyez où je veux en venir, c'est que je pense qu'il faut évidemment aller vers l'autonomie stratégique européenne, que nos partenaires ont du mal évidemment à y aller. Néanmoins, il y a des signes prometteurs et parfois certains que nous n'avons pas vus. Je voudrais en prendre un dans un exemple très concret. C'est que tout le monde s'est focalisé sur le fait qu'après le 24 février 2022, il y a eu l'enclenchement par la Finlande et la Suède de l'adhésion à l'OTAN. Tout le monde ça l'a vu. Ce qu'on a moins vu, et je le dis parce qu'on est sous la présidence danoise du Conseil de l'Union européenne, c'est que ça a enclenché aussi un référendum du peuple danois qui jusqu'à maintenant avait fait le choix de l'opt-out sur la politique étrangère de sécurité et de défense, la politique de sécurité et de défense commune, la PESC-PSDC. Le peuple danois a voté dans un référendum pour lever l'opt-out qu'ils avaient depuis le début de leur adhésion à l'Union européenne. Ça, c'est un signe qui a été enclenché par le 24 février 2022. Et donc, il me semble qu'il y a des signaux, néanmoins, vers cette autonomie stratégique que nous n'avons pas toujours relevée. Et donc, vous voyez, ma question, c'est considérez-vous qu'à terme, les Européens finiront bien par prendre cette conscience collective qu'on ne peut pas négocier entre égaux avec son protecteur? Je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur. Bon, sur le constat de l'impossibilité de négocier avec son protecteur, si vous voulez, je vous rejoins très volontiers. C'est-à-dire que, en fait, on peut résumer la guerre froide de la manière suivante, c'est que la guerre froide, la garantie de sécurité américaine était accordée aux alliés qui étaient les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. C'est ça qui change avec la mondialisation, en fait. C'est-à-dire que les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, en l'espèce la Chine, ne sont plus les alliés. Bon. Mais, de fait, on peut tout à fait lire les sanctions, ça a été fait d'ailleurs par un certain nombre de rapports parlementaires de jadis, comme la prime d'assurance, en fait. Et là, il y a un paradoxe européen, c'est que évidemment c'est très irritant, mais on ne peut pas reprocher aux États-Unis le fait depuis deux décennies de dire aux Européens vous ne dépensez pas assez pour votre défense, et en particulier à l'Allemagne. Donc de ce point de vue-là, les Européens sont aussi en grande partie responsables de la situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes mis en faisant un choix fondamentalement de désarmement, et qui est un choix qui remonte au début des années 70 et qui a été confirmé après le 11 septembre. Je rappelle souvent qu'en fait, nous sommes à 2 générations de désarmement par rapport à des compétiteurs stratégiques qui réarment depuis le 11 septembre. Bon, ça, c'est le choix qui a été fait par les sociétés européennes, etc. Sur ce lien, sur ce racket stratégique, je me permets de mentionner quand même, vous indiquiez l'absence de commentaires soulignant ce lien. Il y a beaucoup de travaux, alors peut-être de personnalités qui sont plus des chercheurs que des journalistes ou des leaders d'opinion, mais vous avez à l'IFRI quelqu'un comme Sébastien Jean qui a beaucoup écrit sur cette question, ou des chercheurs comme Olivier Schmitt et Stéphane Audran qui ne cessent depuis 3 ou 4 ans de faire des papiers extrêmement détaillés sur ce lien entre commerce et sécurité. Donc l'analyse que vous exprimez est en réalité partagée par des chercheurs et chercheurs et collègues. Bon. Donc,
ce point-là, moi, ce qui m'a frappé, et je le disais dans mon introduction, c'est le communiqué de la présidente de la Commission européenne. Alors, je n'ouvre pas le débat sur le fait qu'elle outrepasse ses fonctions en écrivant cela, mais ça montre bien, en réalité, la très grande difficulté du moment pour les Européens, c'est que nous sommes en train de produire un effort de réarmement. Est-il durable, est-il constant? Il faut l'espérer, mais enfin, il apparaît dans les chiffres, et l'actuelle loi de programmation militaire en France le reflète. Est-ce durable? Encore une fois, c'est une question ouverte. Mais que, dans le même temps, il y a une très grande difficulté pour les Européens à accepter la prise de risque. Quand vous avez toutes ces discussions auxquelles on a réfléchi à l'IFRI sur la coalition des volontaires, comment se fait-il que les armées européennes, avec ce niveau de dépenses, ce nombre d'hommes sous les drapeaux, soient dans des projections, en étant extrêmement optimistes, de capacité de projection de troupes pour des choses très désagréables, je ne sais pas, entre 20 000 et 30 000 hommes? Il y a un décalage qui est sidérant, en réalité, et qui s'explique par une aversion au risque très compréhensible. Ce n'est pas des élus que je vais expliquer ça, c'est que ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le député, sur comment un corps social... Pardon, excusez-moi. Le député qui a réussi. Donc ça, c'est quand même une très très grande difficulté. Alors pour le Danemark, je trouve que c'est un exemple effectivement intéressant. Dans ces signaux que vous mentionnez, j'en ajouterai un, c'est le choix du Danemark de son nouveau système antimissile, qui est un choix européen. Bon, la particularité aussi du Danemark, c'est que cette prise de conscience s'explique peut-être aussi par le fait qu'il y a désormais une administration et un vice-président américain qui vient au Groenland et qui explique que c'est bien. Donc, il y a peut-être une manière de, sans comment dirais-je, mésestimer l'orientation européenne du Danemark, mais il y a aussi un sentiment d'urgence par rapport aux déclarations de l'administration Trump sur le Groenland. Et ça conduit à une observation plus fondamentale, c'est que ce que nous constations sur l'impréparation ou ce décalage qui existe entre ce qui est exprimé par la Revue nationale stratégique et la manière dont c'est compris par des pans importants de nos concitoyens, cette perception est très différente dans l'Europe du Nord. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des Finlandais et des Suédois qui viennent de rejoindre l'OTAN, ils se préparent très sérieusement à un possible choc russe. Alors on peut dire que, on va toujours dire ah ben c'est exagéré parce que la réponse la plus systématique en France quand on parle de ça, c'est ah bon, on n'aura jamais des chars russes sur les Champs-Élysées. Comment se fait-il, comment envisager ça puisque la Russie n'est même pas capable de prendre Kiev? Les Scandinaves et les Finlandais, compte tenu de leur histoire, ont évidemment une approche un peu différente. Et là aussi comprennent ce que l'hybridité peut revêtir, c'est-à-dire que les coupures d'électricité de plus en plus fréquentes autour de la Baltique, les incendies de plus en plus fréquents, là aussi d'entrepôts d'industriels de l'armement, etc., font qu'il y a quand même une prise de conscience beaucoup plus sérieuse dans cette partie de l'Europe que dans d'autres parties, avec une question assez fondamentale qui est la manière dont l'Allemagne, en fait, se positionne par rapport à tout cela. Et donc, une partie de la réponse un peu diplomatique et politique à votre question plus générale sur la prise de conscience par les Européens, elle est évidemment dans tous les pays, mais elle est aussi très fortement aujourd'hui en Allemagne, où on a aussi une situation politique intérieure très fragile. On a une situation politique intérieure très fragile en France et en Allemagne simultanément. Merci, monsieur le directeur. Je vais juste jouer mon rôle de président en vous rappelant à la concision, parce qu'il me reste encore 5 questions et une quinzaine de minutes. Donc, si on veut que tout le monde puisse prendre la parole, je vais commencer à peut-être prendre 2 questions à la fois. Donc, Ludovic Hay et ensuite Jérôme Darras. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Je vais essayer d'être concis, je vais l'être d'ailleurs. Merci d'abord pour vos propos extrêmement clairs sur une situation qui ne l'est pas et dans un temps record sur la situation mondiale.
Je voulais vous poser une question qui pourra vous surprendre. À l'heure d'une utilisation exponentielle de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, est-ce que vous ressentez dans vos travaux quotidiens à l'IFRI une difficulté croissante à trouver de l'information vraie, de l'information pertinente, de l'information cohérente? Et dans la lignée de cette première question, est-ce qu'à l'heure où des pays historiquement proches ont rompu tout lien de confiance et de grands dirigeants peuvent changer leur positionnement en moins d'une semaine, est-ce que finalement la guerre transversale de tous les points chauds que vous avez évoqués dans vos propos n'est-elle pas la guerre informationnelle? Attendez, on fait une deuxième question. Jérôme Darras. Vous avez, monsieur le directeur, évoqué le schisme transatlantique comme événement géopolitique majeur. Sans doute plus tard le datera-t-on du 20 janvier de cette année, mais comme tout schisme, c'est un processus, et vous avez rappelé le pivot des États-Unis déjà sous Barack Obama. Au-delà, ce schisme laisse un vide béant sur le leadership de ce qu'on appelait avant le camp occidental, ce qu'on pourrait appeler maintenant les démocraties libérales, et vous vous êtes par ailleurs interrogé sur le rôle que peuvent aujourd'hui encore produire la France et l'Europe sur le monde. Peut-on combler ce vide? En a-t-on la volonté? Et qui pour le faire? Merci, monsieur le sénateur, de cette question sur l'usage de l'intelligence artificielle. Ma réponse, en ce qui concerne les travaux de l'IFRI, est négative. C'est-à-dire que nous n'avons pas de difficultés particulières dans l'accès à l'information, mais nous commençons à observer effectivement, ça c'est plus dans notre production interne, c'est-à-dire il faut qu'on soit très vigilant sur être capable de dire ce qui a été produit par l'intelligence artificielle, ce qui n'a pas été. Bon, ça, là-dessus, je serai moins catégorique. Mais vous savez, la particularité de ce métier, et c'est plutôt ça qui est préoccupant, c'est que c'est quoi la méthode, en fait, d'un chercheur de l'IFRI? C'est la maîtrise bibliographique, c'est de plus en plus, quand il le peut, l'usage de data. Donc on a fait des travaux récents, notamment sur la relation technologique entre la Chine et les États-Unis, en analysant, c'est ma jeune collègue Mathilde Veillé qui a mené ces travaux, en analysant 15 000 transactions financières donc sur du data. Donc on fait ça, mais c'est surtout l'accès au terrain. C'est-à-dire la capacité, quand vous êtes un chercheur, eh bien, d'aller parler à des parlementaires, à des opposants, à des dirigeants d'entreprise, à des activistes, etc. etc. Bon. Or, c'est cet accès au terrain qui est en train de se modifier, puisque vous avez des zones qui se ferment. J'ai passé 20 ans de ma vie professionnelle en Russie, je ne vais plus en Russie. Quand vous allez en Chine, c'est toujours de manière très encadrée. Bon. Et quand vous voyez l'évolution des think tanks américains, c'est-à-dire le métier a été inventé là-bas. Quand vous allez à Washington, vous avez une concentration de gens qui font le même métier que le nôtre qui est absolument remarquable et spectaculaire. Eh bien, cet univers-là est en train d'être marginalisé. Et donc, ça, c'est la question, à mon avis, prioritaire, c'est que dans un monde, effectivement, de flux où l'accès à l'information semble... est facile, est immédiat, l'accès au terrain, au contact humain, en fait, c'est là que repose la vraie valeur désormais de nos analyses. Et ça me conduit à une réflexion un peu plus large, c'est que je pense qu'il faut arriver à corriger ce que j'appelle nos analyses découlant de la mondialisation d'aéroports. L'impression de bien connaître le monde parce qu'on va facilement... je ne sais pas, à Washington, à Pékin, à Dubaï, etc. Mais sans prendre le temps, et c'est pour ça qu'on a été très troublé par l'élection et la réélection de Donald Trump. C'est-à-dire qu'effectivement, si on va qu'à Washington et à New York, on ne comprend pas le phénomène Trump. Et est-ce que la guerre transversale est avant une guerre de l'information? Je ne sais pas si c'est le terme guerre de l'information qui est le plus approprié, je parlerais peut-être de guerre cognitive. C'est-à-dire effectivement la compréhension désormais que le couplage homme-machine s'est fait,
C'est pas, en fait, on dit, on utilise les portables, etc. Non, en fait, c'est devenu complètement intégré. Et que de ce point de vue-là, effectivement, les contrôles qui s'exercent par ce biais sont d'une puissance redoutable. Donc je parlerai davantage de guerre cognitive que de guerre de l'information. Merci, monsieur le député, votre question sur le... Oh, décidément, n'y voyez pas de... Excusez-moi, monsieur le Par contre, vous dire qu'il faut vraiment qu'on accélère. Ouais, je vais 4 questions. Merci beaucoup. Monsieur le sénateur, votre question sur le leadership, qui pour le faire? Bon, il est évident que le couple franco-allemand, c'est toujours difficile, mais ça reste indispensable. Mais c'est toujours difficile. Donc je pense qu'on ne coupe pas au couple franco-allemand et donc il faut y allouer le temps et l'énergie nécessaires. Et après, si votre question est sur des individus et des leaders, ce qui est quand même très intéressant à relever, c'est que les leaders qui semblent les plus aujourd'hui actifs sur la scène internationale, sur la scène européenne, sont ceux qui tiennent un discours très critique à l'encontre de la construction européenne, alors même que vous avez des enquêtes d'opinion qui illustrent la demande justement d'autonomie stratégique européenne. Et donc la question en fait, c'est quelle est l'offre politique qui va être capable de répondre à cette demande, à mon avis, assez profonde d'autonomie stratégique européenne exprimée par les sondages. Merci. Michel Gréaume et ensuite Rachid Temal. Rapidement. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour toutes les informations que vous nous avez données. Moi, je voudrais intervenir par rapport à l'Afrique. Depuis 2020, on observe une multiplication des coups d'État dans certaines zones avec l'arrivée d'acteurs concurrents, notamment des sociétés paramilitaires, des partenaires non européens, tout ça dans un contexte où il y a les réseaux sociaux qui désinforment plutôt qu'informer. Je voulais savoir, selon vous, comment la France doit-elle redéfinir son modèle d'engagement en Afrique à l'heure où l'APD malheureusement recule chaque année, et quelle orientation de l'aide au développement doit être entreprise afin de réduire les risques de déstabilisation et des flux migratoires. Merci. Merci. Moi, j'aurais parlé de la mondialisation versus régionalisation, mais il n'y aura pas de temps. À ce temps, non, moi, je veux revenir sur votre point d'entrée. Vous parlez de la prise de conscience et du monde tel qu'il est au nom de la RNS. Et est-ce que la question, parce qu'on parle des Américains, des Européens, des Chinois, des Russes, en fait, là, parlons un peu des Français. Est-ce que finalement la question du combat au sens plein du terme pour les valeurs et donc des risques en termes de pertes humaine, de liberté et même d'autres, n'est pas la question centrale. C'est-à-dire concrètement, on a rendu un rapport il y a quelques mois de cela, il y a un an, sur les ingérences étrangères avec une politique publique. Il n'y a toujours pas de politique publique contre les ingérences étrangères, alors que nous proposions autre chose. Donc finalement, la question, à mon sens, c'est est-ce que finalement la question qui est de dire oui, en fait, dans un monde violent, il faut pouvoir avoir des capacités militaires et oui, il y a des risques humains, financiers, destruction. Est-ce que finalement le peuple français n'y est pas prêt à ce stade? Et c'est peut-être d'abord par là qu'il faut commencer avant d'imaginer toute autre solution et option. Merci Rachid, monsieur le directeur. Merci Madame la sénatrice. Bon, j'ai lu avant de venir là, le rapport sur l'Afrique que votre commission a produit. Je trouve qu'il y a des recommandations très intéressantes. Bon, c'est pas pour faire, on n'a pas le temps, puis c'est pas du tout dans une idée de faire un procès, mais je pense qu'il y a quand même eu beaucoup d'erreurs commises sur non pas le fait d'intervenir au Mali, mais la manière ensuite de ne pas réussir à sortir du Mali en 2017. Donc ça, c'est une question assez fondamentale en réalité, rétrospectivement, sur laquelle il faudrait pouvoir réfléchir de manière dépassionnée et pas dans une logique de procès, mais lorsqu'il est élu, le président de la République veut sortir du Mali et n'arrive pas à sortir du Mali. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des mécanismes militaires qui existent à ce moment-là. Il y a aussi une lecture stratégique qui est particulière. Les armées à ce moment-là préfèrent parler du Sahel que parler de la Russie, en réalité. Ensuite, il y a, et le rapport le souligne bien, il y a aussi des grands succès en Afrique, notamment sur les imaginaires, sur les produits culturels. Je pense qu'il faut arriver à peut-être
changer d'époque, et la tentative, c'est très bien expliqué dans le rapport, c'est la tentative du changement d'époque par les sociétés civiles a été comprise, mais le paradoxe, c'est qu'elle s'est faite de manière très verticale par la parole présidentielle. Donc la réponse, c'est une réponse, à mon avis, de multiplication des contacts, en fait. C'est aussi de voilà, les contacts humains, les diasporas, etc. Ça reste, à mon avis, les voies à privilégier. Alors, monsieur le sénateur, sur les capacités, le prix, je ne sais pas répondre à cette question, en fait. Non, parce que c'est pas la question. Oui, c'est la question de fond, mais si vous voulez, je ne sais pas. Regardez ce que a provoqué la mort après les attentats terroristes de 250 de nos concitoyens. État d'urgence. Voilà. Et un certain nombre de dispositifs avec aussi la capacité à juger de manière très remarquable certains auteurs de ces faits. Je ne sais pas aujourd'hui vous répondre sur ce que provoquerait, rappelez-vous de ce qu'a provoqué la mort en 2008 de 10 militaires à Ouzbine. Si l'ordre de grandeur était de 100, s'il était de 1000 le même jour, je ne sais pas ce que ça provoquerait. Voilà. Je sais qu'en revanche, je ne le savais pas pour l'Ukraine et que la société ukrainienne continue à se battre. Voilà. Merci. Pour terminer, Pascal Alizard et ensuite Jean-Marc Vessosfort. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Directeur, merci pour tous vos développements. Je ne vais pas développer, moi, d'éléments de contexte à ma question, donc elle va être présentée de manière un peu provocatrice. Compte tenu de la poutinisation du Premier ministre d'Inde, est-ce que vous pensez que la relation privilégiée, le partenariat stratégique entre la France et l'Inde est toujours opportun ? Oui, monsieur le directeur, moi je voulais vous interroger sur l'importance du facteur démographique, selon vous, dans l'instabilité géopolitique de demain et puis l'évolution des puissances. On sait qu'il y a des tendances en cours qui sont très importantes. D'ici 75 ans, l'Union européenne devrait avoir perdu plus de 80 millions d'habitants. En Asie, l'Inde pourrait s'imposer au détriment de la Chine qui pourrait perdre jusqu'à la moitié de sa population. On peut imaginer aussi que les pertes humaines de la Russie en Ukraine affaiblissent à terme de manière très importante la Russie. Il y a des pays aujourd'hui qui se préoccupent de cet élément démographique. Le président Macron avait lui aussi parlé de réarmement démographique. Selon vous, doit-on considérer la démographie comme l'une des conditions de la puissance et donc comme l'une des clés de lecture de la géopolitique? Ces projections peuvent-elles être un vecteur de stabilité ou de désordre? À qui vont-elles profiter? Est-ce qu'il y a des analyses aujourd'hui qui ont été déjà faites par l'IRIS et qui pourraient aussi inspirer les travaux de notre commission? L'IFRI, oui. L'IFRI, pardon. L'IRIS, c'est pas tout de suite, peut-être. Merci Jean-Marc. Monsieur le directeur, je vous laisse la parole. Je rappelle à mes collègues, effectivement, que je veille à l'équité pour que tout le monde puisse s'exprimer et que la concision de vos questions conditionne les réponses. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour votre question. Je ne sais pas si il faut parler de poutinisation pour le Premier ministre Modi ou de nétanyéisation, puisqu'en fait, la vraie relation structurelle, elle est entre à la fois Israël et l'Inde dans le domaine technologique et militaire, et sur le plan idéologique entre le BJP et le Likoud. Donc c'est un détour qui n'en est pas un, c'est-à-dire que je pense que c'est ça qu'il faut regarder avant la relation qui est en fait très ancienne en termes de fourniture d'armement de l'URSS de jadis à l'Inde et qui continue mais qui diminue. Et qui diminue au profit des armements israéliens, américains et français. Et donc la question, alors c'est pas pour éluder votre question, est-ce que ce partenariat doit être maintenu? Ma réponse est positive. Quelle serait l'alternative? S'orienter vers le Pakistan. Voilà. Et d'une part, et d'autre part, c'est l'Inde étant le pays au monde le plus peuplé,
jouant ce rôle décisif dans l'Indo-Pacifique et étant appelée à être la 3e économie mondiale à brève échéance, je pense que c'est quelque chose que notre diplomatie doit faire fructifier. Monsieur le député, c'est pas possible. Monsieur le sénateur, je vous prie vraiment m'excuser, mais comme c'est Saliris qui m'a troublé, c'est une vengeance, voilà. Je vais y arriver. Sur la démographie, ça me permet de faire le lien avec la question du sénateur Alizard. Évidemment que c'est une clé de lecture décisive. Donc oui, il faut absolument voir ça. Ce qu'on observe en termes très macro, c'est que les deux ensembles, les deux ensembles excédentaires en termes commerciaux, que sont la Chine et l'Union européenne, sont deux ensembles vieillissants en termes démographiques. Et que les deux ensembles très déficitaires en termes commerciaux, que sont les États-Unis et l'Inde, sont très dynamiques en ce qui concerne l'Inde, un peu plus dynamiques que l'Europe en ce qui concerne les États-Unis. Donc ça, c'est un constat. Et ensuite, effectivement, l'apparition de pays comme l'Indonésie qui rejoint les BRICS+, le fait que fondamentalement, l'émergence des classes moyennes produites par la mondialisation s'observe dans les pays de l'ASEAN. Et que ça a évidemment des conséquences géoéconomiques majeures. Et ensuite, de demandes de participation stratégique ou de revendications stratégiques qui ne vont pas manquer d'être formulées. Sans évidemment mentionner ce que tout le monde a intégré. Un âge moyen en Europe qui est aujourd'hui de 44 ans, un âge moyen en Afrique qui est de 20 ans. Et donc ce type de disparité, évidemment, sont une clé de lecture essentielle pour essayer d'anticiper les rapports de force. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je souligne qu'il est 10h30 très précisément et que nous terminons à l'heure. Je voudrais vraiment, au nom de l'ensemble de mes collègues, vous remercier très sincèrement pour votre analyse lucide et pertinente de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je regrette peut-être que nous n'ayons pas suffisamment, mais nous aurons peut-être d'autres occasions de le faire prochainement, parler peut-être du rôle de la France dans ce bouleversement de l'ordre mondial, le rôle que notre pays sera amené à tenir, qui est un rôle de plus en plus complexe. Vous l'avez dit, l'Europe et la France deviennent de plus en plus assez inaudibles sur la scène internationale. C'est un sujet évidemment qui nous préoccupe beaucoup, mais en tout cas merci pour ces interventions pertinentes qui ont permis de faire phosphorer cette commission. Et je vous avoue que dans des auditions comme celle-là, je suis assez fier d'être président de cette commission parce que c'était riche et pertinent et intéressant. Donc merci. Nous n'en attendions pas moins de l'IFRI évidemment et de son président, de son directeur, pardon. Et donc rendez-vous pour une prochaine audition, mais continuez de nous abreuver j'allais dire, d'informations toujours pertinentes. Et je ne sais pas s'il y a des livres à sortir, mais en tout cas, nous veillons les uns et les autres à être attentifs à vos travaux et à vos réflexions, que ce soit dans le domaine des relations internationales. J'ai vu aussi qu'un certain nombre de vos collègues avaient un certain nombre de rapports qui allaient sortir ou qui sont sortis très récemment sur l'artillerie, les chars et des choses qui évidemment nous intéressent au plus haut point. Et donc on essaiera aussi, nous, au fil de l'année 2025-2026, de travailler sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui se croiseront peut-être. En tout cas, merci pour cette audition et merci à chacune et chacun pour la qualité de vos propos.